Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction, cette émission interactive et transparente qui vous permet à la fois de mieux comprendre comment fonctionne la bourse et en particulier comment fonctionne la gestion d'un portefeuille. On a le plaisir d'être en compagnie d'Agnès Delors. Bonjour Agnès. Bonjour. Gérante chez Acer Finance et en compagnie de Paul Schforer. Bonjour Bonjour. Paul. Chez Acer Finance également. Vous nous accompagnez pour cette émission qui a lieu exceptionnellement un jeudi saint en effet, puisqu'il est de tradition à la bourse de respecter le vendredi saint. Il n'y aura donc pas de séance ni vendredi ni lundi. C'est un week-end de 4 jours pour les boursiers. On commence tout de suite par la première séquence consacrée à l'actualité économique et aux dramatiques incidents qui ont frappé Bruxelles récemment. Alors, la terreur a encore frappé à Bruxelles cette fois-ci. De plus en plus d'actes, en effet, de terrorisme islamique, avec finalement peu ou pas de réaction sur les places financières, les places boursières. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a intégré la terreur, qu'on ne sent plus la douleur sur les marchés? Ça veut dire, je pense, dans un premier temps, que les indices ne réagissent pas. Ça ne veut pas dire que les secteurs, eux, ne sont pas affectés. Et je pense que ça, c'est une donnée importante. Il faut distinguer donc entre le CAC multi-indice et en effet peut-être des secteurs qui souffrent, lesquels? Le tourisme? Le tourisme, le transport, l'hôtellerie sont des secteurs qui sont particulièrement affectés et peut-être même qu'ils sont visés par les terroristes qui ainsi mettent à mal un certain nombre de pays comme la Tunisie, ensuite l'Égypte, mais aujourd'hui, c'est nos pays qui sont touchés. Parce qu'il ne faut pas aller très loin, hein. Il suffit de discuter avec des hôteliers à Paris pour voir qu'il y a une baisse très massive, drastique de la fréquentation liée aux attentats. On l'a vu notamment sur la période de Noël, donc l'hôtellerie notamment, tout le secteur de la rue Saint-Honoré ont été fortement impactés parce que les Américains ont décidé de ne plus venir en France. Et là, on revoit notamment ces attentats. Déjà que l'hôtellerie en France, et avec le ralentissement de la consommation des ménages sur ce secteur-là, est pénalisée, et surtout vis-à-vis notamment de toute la concurrence avec Airbnb. Et en revanche, sur l'Espagne, notamment ce fameux lundi, l'impact a été plus léger sur le secteur hôtelier. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, à part le tourisme et l'hôtellerie, qui sont touchés ou qui peuvent indirectement souffrir de ces attentats? On pourrait maintenant aussi se poser la question sur les valeurs de la consommation, sur les valeurs de luxe, hein, notamment, je dirais, le tourisme américain est friand de la haute couture à Paris. Donc, s'ils ne viennent plus dans notre région, enfin dans notre pays, le luxe sera pénalisé. Mais je crois que finalement, la donnée la plus importante, c'est qu'il y a moins de réactions impulsives sur l'événement. On apprend à vivre avec cette réalité-là, on considère qu'elle est inscrite dans la durée, et donc en fait, on va l'intégrer dans les scénarios macroéconomiques et dans la microéconomie, dans la stratégie de chacune des entreprises, mais ça devient quelque chose avec lequel il va falloir vivre, et on n'est plus dans la réaction émotive, impulsive. On a accepté l'idée que c'était quelque chose qui était dorénavant inscrit dans les faits. Mais donc malgré ces effroyables événements, vous dites qu'il y a une espèce de résignation qui est déjà en place ou d'accoutumance en fait, parce qu'on se souvient que ça a commencé en janvier l'année dernière en France. La France a été frappée 2 fois. Maintenant, il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait pas en effet un attentat quelque part sur la planète. Et vous dites, on l'intègre et ça n'aura pas de conséquences sur l'économie. Je ne dis pas que ça n'aura pas de conséquences sur l'économie, ça en aura, et c'est devenu un fait qu'il faut intégrer. De là à dire que tout le monde se résigne, non, tout le monde accepte que ce soit un fait, je pense qu'il va y avoir, et ça me paraît un point important, de la créativité qui va naître de cette contrainte avec laquelle on va apprendre à vivre. Et ça, c'est peut-être aussi le côté positif qui n'est pas intégré dans nos esprits, aujourd'hui de façon très consciente, mais qui sera. Peut-être un goût de la vie plus prononcé. Mais je pense, pour revenir sur Paul, je pense qu'il faut regarder les compagnies aériennes notamment. Je pense que le consommateur va faire une sélection plus précise, notamment. Alors bien sûr, les compagnies, donc Air France a été impactée, Eurotunnel a été fortement impacté également,
Donc sûrement, est-ce qu'ils vont chercher d'autres compagnies aériennes étrangères et non pas européennes? Voilà, donc c'est ça qu'il faut regarder. Et ça, on en connaîtra l'impact un peu plus tard. Des arbitrages. Pour revenir sur ce que dit Paul aussi, sur cette créativité, cette soif de vivre, c'est ce que disent certains Israéliens qui finalement observent que malgré le fait de vivre sous cette menace permanente, ça a généré une espèce de dynamisme, de créativité dans le domaine artistique, économique ou scientifique. Oui, moi je pense que face au terrorisme, ne pas se laisser terroriser est une bonne réaction, une réaction saine, une réaction qui est créatrice de valeur, et c'est ce que peut-être l'économie aujourd'hui accepte. Alors, on va passer à des standards, des réflexes économiques, macroéconomiques plus classiques. On va revenir à ces courbes. Qu'est-ce que vous nous avez sélectionné cette semaine, Paul? En fait, on a eu l'intervention des banques centrales qui ont un peu calmé le jeu. La question était, est-ce qu'on va vers un ralentissement économique? Alors, on a une publication ces derniers jours de chiffres des PMI, et on est dans une situation où je vous ai amené un graphe qui permet de voir que les PMI des grands pays, Chine mise à part, s'améliore un petit peu après une phase qui a été plutôt mauvaise de réajustement aux États-Unis et qui a été un peu décevante au Japon. D'accord, donc la Chine qui plonge, hein, c'est 38,9. Alors la Chine qui plonge, oui. Je crois qu'il y a deux éléments qu'il faut aussi intégrer parce que c'est important dans le calendrier. Il y a le Nouvel An chinois. Ça a des conséquences. Et puis, il y a aussi un hiver qui est particulièrement rigoureux en Chine. Nous n'avons pas eu un hiver très rigoureux, les États-Unis non plus, les États-Unis et le Canada. En revanche, en Chine, cet hiver aura été très rigoureux. Alors, autre graphique, on enchaîne avec celui-ci. Je vous laisse nous le commenter. Oui, en fait, ce qui me paraît important, c'est qu'on a très régulièrement évoqué dans l'émission le fait que la Chine ralentissait et que cela faisait peur à tout le monde. La réalité, c'est de constater ce qui est mis dans le rapport de la BRI, à savoir la croissance réelle telle qu'elle a été constatée il y a un an au premier trimestre 2015, et de constater ce qu'il y a dans les anticipations aujourd'hui. Alors on peut critiquer les chiffres, mais globalement, ce qui est passé, à mon avis, totalement inaperçu de la plupart des analystes et des commentateurs, c'est que finalement, le ralentissement, il s'est fait dans les pays émergents, ex-Inde, ex-Chine, qui sont passés de 3,2 de croissance à 1,5 et qui ont donc aujourd'hui une croissance qui est inférieure à celle de l'Europe. Ça, qui est proche en tout cas, elle s'est occidentalisée finalement. Elle s'est occidentalisée. En fait, ils connaissent un vrai ralentissement, et ça, c'est la conséquence de la baisse des prix des matières premières, qui était une des sources de la dynamique de ces pays-là. Donc c'est vraiment là qu'est le problème, et que sont les effets de la baisse du pétrole. La hausse de l'endettement, d'après la BRI toujours. Oui, ce qui est intéressant, c'est quand on a un ralentissement, on a toujours une inquiétude sur le risque de défaut. Ce qui a beaucoup effrayé, c'est la dette qui pouvait exister dans l'énergie, et en particulier dans le pétrole de schiste et le gaz de schiste aux États-Unis. C'est à peu près 500 milliards, ce qui n'a rien à voir avec les subprimes. Avec les subprimes, on l'a déjà dit. C'était quoi, 2000 milliards à peu près? Beaucoup plus. Beaucoup plus. On est dans une situation où finalement le rapport de la BRI analyse la progression de l'endettement, qui est une réalité depuis 2009, et comment ça s'est structuré. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique que je vous ai amené, il faut nous le décrypter. Vous avez en gris, finalement, les dettes gouvernementales. Vous avez en ocre clair les entreprises non financières, et vous avez en ocre foncé les ménages. Et puis, vous avez une segmentation du monde entre les pays développés et les pays émergents. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'à travers les étoiles grises, finalement, on a une progression très importante de la dette souveraine dans les pays développés, dans les économies avancées, ce qui finalement peut inquiéter, mais d'un autre côté, on sait que les banques centrales des grands pays sont capables d'avaler cette dette. Et donc, ça n'est pas nécessairement une source d'inquiétude immédiate. En revanche, la progression de la dette s'est aussi faite, et dans les pays émergents en particulier, à travers l'endettement des entreprises non financières.
C'est-à-dire que au final, on se C'est retrouve... l'ocre avec une étoile rouge. Hein. Voilà, c'est l'ocre avec cette étoile qui représente l'endroit qui peut nous inquiéter finalement aujourd'hui. Et ça, c'est à mettre en regard de ce qui se passe en matière de croissance. C'est-à-dire qu'on a un ralentissement dans les pays émergents, non Chine, non Inde, et on a une progression de la dette dans ces pays-là aussi. Donc c'est là qu'est le schéma de faiblesse, et c'est peut-être là aussi que l'on trouve les raisons d'une retenue de la part de la Banque centrale américaine quant à sa remontée des taux, ce qu'elle nous a dit la semaine dernière, puisque finalement, il retire de la liquidité dollar à ces pays-là quand il remonte les taux, ce qui est toujours gênant quand on a un ralentissement et une dette importante. Bon, voilà donc ce qu'on pouvait expliquer pour ce tour d'horizon macroéconomique. On passe tout de suite à notre tableau de bord. Alors, un tableau de bord que l'on va découvrir tout de suite ensemble. On commence donc avec ces feux traditionnels. On va dans le rouge sur la version risque. Oui, la version risque est quelque chose qui est intéressant, puisque cela veut simplement dire qu'il a tellement reculé que on pourrait presque en devenir inquiet. Alors c'est peut-être ce qui participe à expliquer le retour des marchés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait on vient de connaître une période très positive, on voit que tous nos indicateurs se sont beaucoup améliorés, et ça a eu un effet finalement sur l'indicateur d'aversion au risque qui est proche de l'euphorie, et donc c'est toujours des phases qui sont un petit peu embêtantes et qui font que un catalyseur peut amener une correction de marché significative. Et le catalyseur, ça peut être le pétrole qui est revenu à 42 $, qui peut très vite, sur une nouvelle, repasser en dessous de 40, et on retrouverait ainsi un peu d'inquiétude. Ça ne remet pas nécessairement en cause le scénario de long terme, mais c'est une forme de fragilité qui paraît intéressante à regarder. Alors à côté de la version risque, on trouve la dynamique du momentum de marché qui passe sous la barre. En fait, qui remonte très significativement, et c'est pour, je pense qu'il est intéressant de regarder finalement la violence. Qui repasse au-dessus, il faut le voir tout au bout, il faut avoir de bons yeux. Tout au bout. En fait, on est repassé au-dessus, d'accord. On voit la violence de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc d'une part, une dégradation très forte, et d'un seul coup, finalement, un rebond très très significatif. Donc un momentum des marchés qui a été très très positif, et finalement une consolidation qui est très violente. Donc, en général, d'une part, ça signifie que le mouvement est certainement de dégradation est certainement arrêté, ce qui limite le risque de baisse des marchés, mais d'un autre côté, une correction qui, par sa violence, peut nourrir, expliquer qu'on ait des retours à certains moments, et ce qu'on avait avec le feu de la version au risque qui a été passé au rouge. Et on reste en mode 3. Mode 3 avec certainement, on s'éloigne un petit peu de la frontière avec le risk-off que l'on a tutoyé. Ça, je pense que on a un temps qui s'améliore très significativement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ce tableau de bord. Tout de suite, on va évoquer ensemble la performance d'Interaction. Alors, on va commencer tout de suite par la performance du fonds cette semaine par rapport à son indice de référence, le CAC. Agnès? Alors, on continue à surperformer notre indice de référence. Donc, le marché a perdu 0,70, nous seulement 0,30. Et on continue même avec la baisse d'aujourd'hui donc, à surperformer. C'est vrai que notre poids de valeurs, je dirais, résilientes et défensives nous défendent, et surtout notre poids en cash aussi nous défend pas mal. Voilà, mais c'est surtout, on arrive, donc le marché perd sur la semaine avec la séance d'aujourd'hui, un peu plus de 2,40 actuellement. Donc voilà, mais c'est surtout une semaine surtout où il ne se passe pas grand-chose, puisqu'on est sur une semaine, 2 semaines écourtées, donc on est sur des prises de bénéfices, et surtout c'est le repli des matières premières, comme nous disait Paul, et la remontée du dollar aussi qui pénalise nos marchés. Alors, dans le détail des secteurs, dans le détail des secteurs, c'est là où on voit que les financières, on gagne sur les financières,
donc, puisqu'on en a très peu par rapport à notre indice de référence. Donc elle corrige bien sûr parce que ce qui s'est passé, il y a une déclaration hier d'un responsable de la Fed qui préconise une nouvelle hausse des taux dès la réunion du mois d'avril, donc dû à la vigueur de l'économie américaine. Et du coup ça fait des craintes sur le marché actions. Voilà. Et puis il y a eu une autre statistique aussi qui a été publiée cette semaine, c'est aux États-Unis, c'est l'indice Saint-Pierre State de la Fed de New York qui a montré que l'industrie américaine semble se stabiliser et c'est surtout la consommation américaine qui reste sur une dynamique rassurante. Donc d'où les propos de ce membre de la Fed qui voit plutôt une remontée des taux. Je dirais ça remet en cause, si vous voulez, notre scénario, pas notre scénario, mais le scénario général. Mais on n'y croit pas, notre scénario, on le défend toujours. On ne croit qu'il y a deux remontées de taux d'ici la fin de l'année. Contre 4 envisagé à une époque. Et contre 4 envisagé à une époque par le marché et 0 envisagé 6 semaines plus tard. Voilà. Bon, on regarde les tops et les flops rapidement. Alors, sur Interaction, on voit donc l'autre secteur, bien sûr, qui bénéficie, hélas, notamment des attentats de cette semaine, c'est le secteur de la défense. Donc, l'Égypte a annoncé qu'ils achèteraient plus d'1 milliard d'euros, notamment d'armement français, et notamment ça concerne Thales et Airbus. On a également l'annonce avec Orange. Donc, notamment, l'État serait prêt à céder 12% à Bouygues Bouygues pourrait racheter 12% d'Orange, donc que l'État céderait à Bouygues Télécom. Donc voilà, le marché se compte quand même plutôt 15, la participation de 15. Et puis l'autre problème, c'est l'État a besoin de faire des cessions pour financer EDF. Donc, est-ce que ça va être via Orange ou via Renault? On se pose la question sur Renault, puisqu'ils s'étaient renforcés il n'y a pas si longtemps. Et c'était pour une... Ou les deux. Ou les deux. 12 milliards, il faut aller les chercher. Oui, il faut aller les chercher. Donc voilà. Et puis, on a Vinci qui se défend bien parce que, notamment, ces perspectives de la reprise dans la construction nous défendent et sa structure financière est saine. Et comme on le voit dans le secteur des flops, donc on a notamment... on a tout le secteur, je dirais, tourisme et de transport qui nous pénalise. Voilà. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour Interaction d'un point de vue performance. On va passer à notre comité de gestion hebdomadaire. Alors on va commencer tout de suite par revenir sur les grands arbitrages. Agnès, vous gardez la parole. Alors, on n'a rien fait cette semaine, donc on est resté... C'est vite vu. Voilà, donc on reste notamment sur une politique d'avoir un peu moins de 10% de cash, et surtout parce que le marché a fait un joli rebond, je dirais technique. On reste toujours sur une tendance moyen terme baissière sur ce marché. Donc on devrait reconsolider quand même de quelques pourcents. Voilà. C'est d'ailleurs cette consolidation qui pourrait permettre de renforcer les expositions dans un certain nombre de titres et de compléter certaines lignes. Oui. Donc on a rentré récemment Siemens qui s'est bien défendu. Donc c'est surtout Siemens, on a rentré ce titre pour la stabilité des commodities. Voilà. Alors, on voit le détail maintenant du portefeuille avec en effet l'énergie qui est en queue de peloton. Oui. Et puis on a commenté déjà les tops. Voilà, et puis c'est tout le secteur qui avait fortement remonté l'énergie récemment, et donc le secteur des parapétrolières que nous n'avons pas du tout, donc qui corrige pas mal, et puis les financières également. Et le luxe, vous en parliez en introduction, oui, exactement. En bas de... Malgré les très bons résultats d'Hermès, qui a annoncé une forte croissance de ses résultats, mais Hermès, si vous voulez, je dirais, c'est sa rareté qui fait que la valeur se défend très bien. Alors, du côté de l'actualité, justement, qu'est-ce qu'il fallait noter cette semaine ? Alors, cette semaine, on a annoncé notamment le retour de Sodexo dans l'indice CAC 40. Donc, avec une femme à sa tête aussi. Voilà, exactement. Donc, c'est son grand retour après 11 années d'absence. Donc, nous, on est ravis. Donc, c'est toujours son profil, Sodexo, ça...
Nous, on l'aime beaucoup parce qu'elle a un profil de croissance et puis elle a ce caractère défensif et puis elle sait défendre ses marges et elle a un bilan sain. Voilà, donc au point de vue donc, des actualités, on a l'autre actualité notamment avec Vivendi qui a fait quand même la une cette semaine avec le départ du patron de Telecom Italia. Donc Vivendi qui a chassé le patron, enfin c'était compliqué, voilà. Donc, la cohabitation, et donc finalement il a jeté l'éponge. Voilà, et du coup on se dit Vivendi va rentrer un peu plus au capital de Telecom Italia, donc voilà. Avec toujours cette stratégie, bon je suis sorti des télécoms mais c'est pour mieux y revenir. Oui. Donc, pour l'instant, c'est toujours un secteur qui est en pleine restructuration, concentration de ce secteur-là. La guerre n'est pas terminée, notamment encore, parce que Vivendi aussi s'est positionné du côté des médias. Donc, il faut... Et il y avait une rumeur aussi à une époque concernant Orange et Telecom Italia. Vous croyez que Vincent Bolloré pourrait jouer cet entrisme? Vous savez, Vincent Bolloré est très discret. On ne sait pas vous a pas appelé pour vous dire. Donc on ne sait pas du tout, mais peut-être, je pense qu'on ne sait jamais, il peut revenir à la charge. Bon, mais je crois que les marges de Telecom Italia et celles de Orange ne sont pas tout à fait les mêmes. Non. C'est d'ailleurs peut-être ce qui justifie les arbitrages qui ont été faits. En portefeuille. Oui, c'est une de nos valeurs. On continue à faire confiance à cette stratégie de Vivendi? Oui, je pense que c'est pas le moment de la lâcher, hein, puisque elle est en train de... Vivendi est en train de changer un peu sa structure. Donc voilà. On continue sur Vivendi. Plus globalement, on a vu donc, le secteur télécom. S'il y a un deal entre Orange, l'État et Bouygues, ça devrait profiter aux valeurs télécom parce que moins de compétition. Donc SFR, Orange forcément et Iliad. Oui, moins de compétition. Donc, mais je pense que on va chercher surtout derrière tout le côté média derrière. Donc, où les télécoms sont pas assez, par rapport à leurs concurrentes, ne sont pas assez impliqués. Et quand on voit que Vivendi, notamment, qui serait prêt à verser notamment plus de 300 millions d'euros pour les droits de la chaîne de sport, donc pour les retranscriptions, je pense que avec beIN Sport. Oui, donc, et du coup, on cherche à accaparer de nouveaux abonnés, notamment, on cherche les nouveaux abonnés par ce biais-là. Donc vous dites, en effet, les télécoms vont grignoter de plus en plus de contenu, de médias, parce que c'est ça médias, qui fait musique, que, exactement. Il faut absolument rester abonné. Il faut rester abonné, et puis je pense que derrière, c'est votre abonnement de base, vous allez le prendre à 2-3 euros, je dirais, de base, mais le 3 euros, on aura la carte, voilà, c'est tout un packaging, et c'est là où ils vont... distribuer, c'est là où on va avoir des royalties. Quoi. Mais je crois que là, on revoit un des thèmes structurants de la stratégie d'interaction, qui est d'intégrer le fait qu'on va vers une économie de l'abonnement. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important dans toute la démarche d'allocation d'actifs qu'on peut développer, y compris à l'intérieur des portefeuilles comme celui d'interaction, à savoir, puisque finalement le pouvoir d'achat des jeunes est moindre aujourd'hui, cela accélère le processus d'abonnement dans l'économie, et donc c'est là que se crée la valeur, alors qu'à l'opposé, elle se détruit dans des secteurs où on achète finalement le bien pour le consommer ensuite. D'accord, mais bon, c'était déjà le modèle des télécoms, l'abonnement. Mais simplement, on va rajouter du premium, c'est ça que vous dites? On va rajouter du premium, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité qui retient votre attention cette semaine? Est-ce que Lafarge... Non, alors Lafarge, on a vu que le fameux, ce qui se passe actuellement, c'est quand même le troisième plus gros actionnaire de Lafarge Holcim, réinjecte des liquidités, rachète des actions Lafarge, en définitive, pour se dire que quand même cette valeur est sous-cotée, elle a un potentiel. Donc ça, c'est un signal favorable en général? Pour l'instant, j'ai un peu de mal. Non, ça ne vous tente pas? Vous ne suivez pas ce troisième actionnaire? Non. Donc, je ne le suis pas. Et notamment, c'est le milliardaire égyptien. Et notamment, Lafarge, quand même, est un peu
un peu plombé par l'Égypte. Donc voilà. Non, je pense que pour l'instant, la vision n'est pas encore assez claire sur la fusion Lafarge-Holcim, et le marché l'a déjà pricé depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Est-ce qu'on sort de certains dossiers? Est-ce qu'on rentre dans d'autres? Est-ce qu'on ne touche à rien? Pour l'instant, je pense qu'on peut-être la baisse du marché n'est pas suffisante. On va surtout, puisqu'on est en train de, si vous voulez, d'un point de vue économique, refait surface le dossier aussi de la Grèce. On l'a vu cette semaine, notamment avec le départ du FMI, notamment qu'il n'y a pas eu d'accord entre le FMI et la Grèce. On revoit notamment ces pressions déflationnistes, notamment sur l'économie européenne et le reste. Donc votre scénario, si j'entends bien, c'est un scénario de recul à nouveau, de reflux des bourses? Je pense que le marché, oui, on peut d'un point de vue technique, parce qu'on devrait faire un retracement au moins de 50% de la hausse qu'on vient de faire. Donc voilà. Et donc pour un l'instant, recul là, oui, de 50% de la hausse. Oui, ça nous c'est-à-dire amènerait où en fait, hein? on reviendrait À peut-être. 4000? Non, un Non. peu moins, un peu plus, pardon. On reviendrait peut-être sur la zone des 4250 ou donc revenir Et c'est là où vous dites, voilà, il faut plutôt attendre ce reflux avant de reprendre un peu de Mais c'est de surtout, valeur. pour l'instant, comme il n'y a pas eu de news importantes, notamment sur les événements macroéconomiques, on attend un événement important. On attend beaucoup, notamment de la réunion du 17 avril, la réunion des pays de l'OPEP, notamment pour statuer, puisque sur le prix peut-être du Brent, s'il y aura un gel de la production ou pas. Mais il ne faut pas oublier que cette semaine, on a eu une hausse, notamment des stocks de brut, et du coup, a surpris tous les investisseurs, puisqu'on s'attendait à une baisse. Donc, il y a toujours un excès de l'offre face à la demande. Donc, si vous voulez, rien n'est réglé pour l'instant. Voilà. Donc, On reste suspendu quand même au pétrole. Hein, beaucoup. Rien n'est réglé, D'un point de vue si ce géopolitique. n'est que les banques centrales ont délivré un certain nombre de messages qui sont très clairs. D'une part, le fait qu'elles seraient là et le fait que les taux ne passeraient pas en dessous de zéro, c'est-à-dire qu'on ne rentrerait pas dans un schéma déflationniste ou qu'elles feraient tout pour l'empêcher. C'est des choses qui préservent l'horizon, c'est-à-dire l'horizon de moyen terme et long terme. En revanche, on a eu de très bonnes nouvelles sur la période récente. On les a traduit par une très forte hausse des indices. Peut-être qu'on a simplement besoin de se réajuster, de prendre sa respiration pour repartir. Oui, mais comme on voit actuellement sur la Chine, il y a eu toute une annonce de relance budgétaire, notamment bien ciblée en Chine, qui a été faite ce matin. Donc, ils espèrent une croissance au-delà de 6 pour l'année 2016. Donc, le marché a pricé, comme dit Paul, notamment cette politique des taux d'intérêt. Mais à très court terme, si vous voulez, rien n'a changé sur d'autres problèmes géopolitiques actuellement, et le risque déflationniste est présent parce que est-ce que le Brent va s'arrêter, la hausse du Brent va s'arrêter à $40 ou est-ce qu'il va se replier? On n'en sait rien. Là encore, l'idée que nous avons, c'est de considérer que le pétrole sera plus cher qu'aujourd'hui à la fin de l'année. La vitesse à laquelle cela se fait, c'est justement ce qu'on est amené à ajuster. Bon, donc en attendant, on ne touche à rien pour l'instant dans le portefeuille. Wait and see, et rendez-vous la semaine prochaine. Très bon week-end Pascal à tous, et rendez-vous vendredi prochain à 12h30 pour un nouvel épisode d'Interaction. Merci. Merci.